Voilà le fil de mes pensées. Ma famille, mon business, les factures, le planning des enfants, mon business, les clients, les courses, la bouffe, le ménage, le linge, les mails, mon business. Mais pourquoi les journées ne font que 24 heures? Et moi dans tout ça? Putain, mon cerveau va exploser. Bienvenue sur le podcast de Boss Équilibré, le podcast des entrepreneurs aux mille et une vies. Je suis Marie-Pierre, coach en organisation et entrepreneur depuis presque toujours. Si tu veux développer ton business sans t'épuiser et sans t'oublier, tu es au bon endroit. Je sais que tu n'as jamais le temps, mais dans la voiture, sous la douche, pendant les courses, prends ces quelques minutes pour toi et profite de ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss Équilibré. Dans cet épisode, on va parler délégation. Quel est le bon moment pour déléguer? Et pour ça, j'ai invité Nathalie Lechet. Nathalie, c'est la papesse de la formation des assistantes virtuelles en France. Et qui de mieux qu'elle pour nous donner ses meilleurs conseils pour mettre en place une bonne délégation efficace? Personnellement, c'est un épisode que j'aurais aimé entendre quand moi-même j'ai entrepris cette aventure de la délégation début 2023. Ça n'a pas été facile, j'ai eu énormément de peur avant de me lancer, j'ai eu quelques embûches et là vraiment Nathalie va nous donner ses meilleurs conseils pour te rassurer, pour savoir quand ça va être le bon moment pour toi de mettre en place une délégation efficace. Et surtout de mon côté, puisque vraiment mon expertise c'est la gestion du temps. Comment faire pour avoir le plus de temps possible à exploiter dans sa zone de génie et arrêter de perdre du temps sur des conneries et comment casser toutes ces croyances limitantes autour de la délégation. Donc voilà encore une fois un épisode sans langue de bois, j'espère que tu l'apprécieras, bonne écoute. Hello Nathalie, bienvenue dans le podcast de Boss Équilibré, je suis super contente de te recevoir, comment tu vas ? Hello Marie-Pierre, moi aussi je suis hyper ravie. Merci déjà de m'avoir invitée, vraiment. Et puis oui, je vais bien, en plein lancement, mais ça va. Eh ben écoute, top, tu vas nous parler de tout ça. Je vais faire un truc que je fais jamais, je vais essayer de te présenter et puis après tu pourras revenir sur ta présentation. Mais moi je vais te dire comment je perçois Nathalie. Nathalie, tu es formatrice et mentor d'assistante virtuelle. On s'est rencontrés lors d'un séminaire business, je sais pas si tu te rappelles. Et tu as quand même créé la première formation d'assistante virtuelle en France, il faut souligner. Je crois que tu as dû accompagner plus de 200 personnes aujourd'hui à créer leur métier et clairement, tu formes les assistantes virtuelles que les entrepreneurs recherchent. En tout cas, c'est ta promesse. Et moi, Nathalie, t'es un de mes gros coups de cœur. Pourquoi ? Parce que t'es quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Tu dis tout ce que tu penses et surtout, t'es très transparente sur la réalité finalement de l'entrepreneuriat et du marché aujourd'hui et notamment dans l'infopreneuriat. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et je crois que c'est pour ça aujourd'hui que t'es dans le podcast aussi. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Évidemment, t'as des choses à apporter, je suppose. C'était ma présentation à moi. Alors ouais, c'est vrai pour la rencontre, ces fameux séminaires en fait. Et d'ailleurs, je me rappelais même plus comment exactement on s'est rencontrés pendant ce séminaire. Bon, voilà, je pense que de mémoire c'était autour d'un verre, peut-être, de jus de Possible. fruits. De jus de fruits, je précise. Oui, alors pour la présentation, écoute, c'est à peu près exhaustif puisque effectivement c'est ce que je fais. J'ai créé la première formation d'assistante virtuelle en France. J'ai accompagné maintenant, je crois qu'on est plutôt aux alentours de presque 250 personnes accompagnées. Je dis pas lancées puisque toutes ne lancent pas, mais ça c'est une autre histoire. Oui, j'ai pas ma langue dans ma poche comme tu dis, ou je parle sans langue de bois, c'est un peu comme ça que tu as dit les choses. C'est ça. Mais je pense que vraiment sur le web c'est important. Il y a beaucoup trop de choses qui circulent qui sont pas vraies ou qui vendent un peu du rêve ou qui sont un petit peu édulcorées et ça a tendance à m'agacer. Donc, je préfère dire les choses telles qu'elles sont. Ne pas vendre de rêve surtout aux gens qui débarquent un peu comme ça sur le web, qui mettent, on dira, tous leurs espoirs dans une nouvelle activité après une reconversion. Je trouve que on a des responsabilités à ce moment-là, dès l'instant que les gens viennent vers nous, nous font confiance. Voilà. Donc voilà, pour ajouter, oui, j'accompagne les assistantes virtuelles, donc j'ai une formation, vraiment ma formation phare, Virtual Assist. À côté de ça, je fais aussi de l'accompagnement individuel pour les assistantes qui vont être lancées, on dira, ou lancées depuis quelque temps, mais qui vont, tu vois, se repositionner ou qui veulent revoir leurs objectifs. Et puis, j'ai aussi d'autres formations, on dira connexes, comme une formation de spécialisation à centre de formation ou encore une formation Excel qu'on adore, qui est vraiment à destination par contre des assistantes, pas spécialement virtuelles, mais qui va concerner les besoins précis des assistantes sur
cet outil, enfin ce tableur en l'occurrence. Bon, je crois que tu es au bon endroit ici parce que c'est un peu le podcast des entrepreneuses aux mille et une vies. Je pense que tu es pleine de projets, les idées ne te manquent jamais. Donc, je pense que tu as toute ta place dans ce podcast. C'est un point qui nous rassemble. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être un petit peu épineux justement quand on est entrepreneur. C'est le sujet de la délégation et en gros, quel est le bon moment pour déléguer. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la délégation? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que c'est une assistante virtuelle? Comment ça peut répondre à un besoin de délégation avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet? La petite partie Wikipédia, quoi. D'accord, ok. Alors, la délégation, qu'est-ce que c'est? Déjà, juste pour préciser, c'est vrai que là, j'ai remarqué depuis quelque temps, il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui me sollicitent pour les mettre en relation avec des assistantes, puisque très logiquement, ils se disent, tiens, elle forme des assistantes, elle doit en connaître des biens. Oui, voilà, donc je propose effectivement des profils en rapport avec les recherches. Et puis, il y a aussi des entrepreneurs qui, en plus de cette recommandation, vont me demander un petit peu comment on peut déléguer. Ça revient régulièrement. Donc c'est quelque chose qui intéresse, ou en tout cas qui interpelle. Mais c'est une vraie question. On va en reparler après. Enfin voilà, je parlerai de ma petite expérience, mais c'est une vraie question. Comment on délègue et quand on délègue et c'est pas si simple que ça, quoi. Non. Alors la délégation, déjà, qu'est-ce que fait une assistante virtuelle? En fait, j'ai pas vraiment de réponse hyper précise à faire parce qu'elles peuvent faire tellement de choses. Moi, je mets vraiment en avant le fait qu'on va créer son activité d'assistante virtuelle en fonction de soi, en fonction de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a envie de proposer, de ses compétences, etc. Donc, il n'y a pas, à mon sens, deux assistantes virtuelles qui ont la même offre. Alors évidemment, ce qui revient le plus souvent, ça va être de l'administratif, de la gestion de mails, de l'animation ou la gestion des réseaux sociaux, de la pré-compta, des choses comme ça, ce qui sont assez récurrentes, mais ça peut être tellement varié, ça peut être du montage de podcasts, du montage vidéo, enfin, ça peut être beaucoup de choses. Et comment on délègue? Eh bien là, c'est la question. C'est ça, c'est la question. Mais juste avant ça, comment on délègue? C'est quel est le moment? Parce que ça a l'air bête comme question, mais enfin moi personnellement c'est quelque chose qui m'a taraudé pendant un moment. Est-ce qu'il y a je sais pas, un seuil de chiffre d'affaires à partir duquel tu te dis ah bah c'est bon, je suis en capacité de déléguer? Est-ce que enfin tu vois quels sont les critères, quels sont les signaux finalement? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que tu peux déléguer d'ailleurs sans ces signaux-là? Enfin c'est quoi le bon moment en fait pour déléguer? Alors ça, c'est une question vraiment hyper récurrente. J'appelle chez les néo-délégants, ceux qui n'ont jamais délégué. Faut trouver un nom, hein. Néo-délégants, j'aime bien. Ceux qui n'ont jamais délégué et qui veulent se lancer, je sais pas s'ils sont dit de se lancer dans la délégation, en tout cas qui veulent déléguer à plus ou moins court terme. Déjà, moi, vraiment, je dis, il n'y a pas de si, déjà, on va déléguer, c'est plutôt vraiment quand on va déléguer, hein. Et c'est dès que possible. Tu veux dire que n'importe qui, n'importe quel business peut déléguer en fait? N'importe quel business, on peut déléguer. Il y a une vraie fausse croyance par rapport à: «Je dois faire, 100 K de chiffre d'affaires pour déléguer, ça y est, Moi, je c'est suis». ce que je croyais, tu vois. Moi, je m'étais dit, Marie-Pierre, tu vas déléguer quand tu auras fait 100 000 euros de chiffre d'affaires dans l'année. Non, Et il y a qu'à partir de ce moment-là que j'ai dit, je vais déléguer, tu vois. je le vaux bien. En gros, c'est un peu ça, Mais quoi. oui, et pourquoi ce chiffre-là, je peux pas te dire. Ouais, c'est vraiment la croyance que je m'étais mise en tête. Le jour où je ferai 100 K, je déléguerai. Déjà, franchement, faire 100 K tout seul, Voilà, faut y aller. on est d'accord. Mm. Je pense qu'on peut arriver déjà à avoir des résultats avec, 2-3 heures de délégation auprès d'une assistante par mois. Mais vraiment, je crois qu'on s'en rend pas compte et c'est un petit peu la méthode des petits pas, hein. Je délègue petit, je vais gagner 2 heures. Ces 2 heures-là, je vais faire des choses beaucoup plus impactantes pour mon business, des trucs à plus de plus-value. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je vais créer une nouvelle offre. Donc derrière, je vais la vendre parce que j'ai eu le temps de la faire. Donc je vais dégager plus de chiffre d'affaires. Donc derrière, je vais un peu plus déléguer et j'ai plus délégué, donc je peux enfin, et cetera, et cetera. C'est vraiment un cercle vertueux pour moi, la délégation, tu vois? Donc dès que possible, on délègue. Alors on délègue pas n'importe quoi, hein. Et surtout, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je pense qu'il y a des signaux de toute façon, qu'il est vraiment, vraiment temps de déléguer. Presque quand ces signaux sont là, je dis pas c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Mais là, c'est urgent, voilà. Urgent de déléguer quand on commence à avoir, déjà, une grosse surcharge de travail.
Tu vois? On travaille, des heures, des heures, des heures, on voit plus le jour, la to-do, elle, réduit jamais, en fait, jamais. Quoi que tu fasses, ça réduit pas. Là, premier signe, c'est grosse alerte, on dira de voilà, faut déléguer. Le sentiment aussi d'être tout le temps fatigué, tu vois? Tout le temps, tu te reposes pas en fin de compte. Donc il y a la fatigue, tu es stressé. Là, c'est déjà faut écouter ces signes, hein, ça c'est hyper important parce que là, ça touche, la santé physique, peut-être mentale aussi. Donc en déléguant déjà, on va pouvoir se décharger mentalement aussi. Ça, il faut en avoir vachement conscience. Et enfin, et bah, tout ce qui concerne pas ta zone d'expertise sur lesquelles tu vas perdre beaucoup de temps. Tu vois? On en parlait, plutôt que de perdre des heures à essayer de faire un truc à peu près correct, qui a pas derrière un impact énorme, pourquoi ne pas le déléguer? On perd pas de temps et au lieu de s'énerver, de s'acharner sur un pour avoir un résultat moindre, je pense qu'au contraire, on devrait plutôt, passer du temps sur sa stratégie, planifier, envisager le futur de son entreprise et cetera. Enfin bon, là, c'est, le bon moment aussi pour se dire: «Voilà, il faut déléguer». Enfin, en tout cas, c'est un signal à ce Mmh. moment-là. En fait, tout ce que tu dis, moi, ça fait vraiment partie de, on va dire, des valeurs fortes de boss équilibré, donc la gestion de son temps, être dans sa zone de génie, faire les choses efficacement, optimiser son temps, etc. Pour autant, même si ça fait partie, tu vois, de mes valeurs, j'ai quand même eu pendant longtemps pas mal de croyances limitantes autour de la délégation. Je te cache pas que moi, c'était très lié à l'aspect financier, au budget, où là, je me posais énormément de questions, mais aussi sur le côté, vu que je suis quelqu'un de très autodidacte, bon bah, et qui en plus traque mon temps, donc je sais exactement le temps que je passe à faire telle ou telle tâche, de me dire bon bah c'est le risque que ben je délègue quelque chose, que ce soit moins bien fait parce que c'est pas moi qui l'ai fait, ou que ben l'assistante bah elle passe 2 fois plus de temps que moi parce que j'ai l'habitude de faire ce truc-là, que ça va me prendre du temps en plus de lui expliquer comment faire. Enfin tu vois, j'ai bien conscience de tout ce que tu as dit là et pour moi aujourd'hui ça me paraît comme une évidence. Mais quand même, avant d'envisager la délégation, j'étais quand même dans ce truc-là de me dire, c'est pas à ma portée en fait. C'est Ouais, pas à ma portée. Et vraiment, la partie financière aussi était un gros blocage. ouais. Ça, c'est vraiment le truc, le plus enfin on dira le frein le plus récurrent, c'est, la notion de budget et moi, j'entends complètement, hein, parce que voilà, quand on a une entreprise, en plus quand on démarre, le chiffre d'affaires il est pas exponentiel. On va faire attention à son argent et peut-être qu'on se dit: «Voilà, déléguer, c'est pas la priorité» parce que comme tu l'as dit: «Je sais faire, pourquoi j'irais le donner à quelqu'un d'autre?» En plus, ça sera peut-être moins bien fait. Grosse croyance aussi par rapport à ça. Donc moi, je vais vraiment faire relativiser par rapport à cet aspect argent, coût, budget et cetera et on va parler d'autres coûts, en fait, qu'on n'identifie pas quand on ne délègue pas. Déjà, il y a ce qu'on appelle, tu sais, le coût d'opportunité, hein. Combien, toi, ça te coûte 1 heure de ton temps à toi? Combien tu Mmh. factures 1 heure? Je suppose Mmh. que tu as fait déjà ton Ouais. tarif horaire, tu sais combien ça te coûte. Donc si par rapport à déléguer une assistante qui va être en moyenne rémunérée aux alentours de 35-40 € de l'heure, j'insiste, pas 20 ou 15 ou 5 € de l'heure. J'en profite pour, glisser comme ça, 2-3 choses. Si toi, ton tarif horaire, il est aux alentours de 100 € de l'heure. Voilà, en consultance, en coach, c'est pas déconnant, hein, 100 € de l'heure. Oui, non, non. Là, tu vois le ratio. Tu vois que dépenser finalement une fraction, peut-être la moitié de ton taux horaire, dans tous les cas, tu es gagnante, tu vois? Donc déjà, par rapport à ça, sur des tâches secondaires, ça devient déjà rentable. Déjà, tu perds pas d'argent. C'est assez, subjectif, enfin, tu vois, c'est pas concret quand tu y Alors, réfléchis. moi, c'est le seul truc si qui m'avait sécurisé, c'était de me dire, ok, j'ai connaissance de mon taux horaire, donc évidemment, une tâche dans laquelle je suis pas dans ma zone de génie, entre guillemets, ça, je vais pas perdre d'argent. Là où c'était un petit peu plus flou, c'est pour tout le côté création, tu vois, création de contenu, où j'ai le sentiment d'avoir ma valeur ajoutée, formation en ligne, tu vois, tous ces trucs-là que tu peux pas palper, où c'est pas 1 heure où tu troques ton temps contre de l'argent. Moi, c'était plutôt dans ces heures-là, tu vois, où j'étais un peu frileuse, quoi. Alors là, j'ai encore une autre réponse. Là, c'est encore autre chose, c'est ce qu'on appelle, c'est le coût émotionnel. On a parlé Ouais. de coût d'opportunité, là, c'est le coût émotionnel. C'est, encore moins concret finalement que le Ah, coût, mais carrément. mais ça va concerner, bah, l'épuisement, le stress, le sentiment d'être dépassé parce que même si tu kiffes faire tes visuels et tout ça, ça s'ajoute à ta to do, plus ceci, plus cela et tout, tu vois? Donc tu as tout ce coût émotionnel et là clairement, c'est un coût pour toi,
ta santé, ton physique, et cetera, ton entreprise forcément et aussi tes proches, quoi qu'on en dise, Mmh. tu vois? Donc ça, c'est moins, factuel, on dira, mais en tout cas, ça a un coût quand même. C'est plus facile, c'est moins facile à jauger, on dira, Ouais. mais je pense que, pouvoir à se libérer de cette charge mentale, en tout cas, en tout cas de nombreuses tâches, micro-tâches, hein, souvent c'est ça en fait, hein. Déjà, voilà, on est plus serein par rapport à ça. Ouais, moi, il y a un truc qui m'a permis quand même de me rendre compte que les micro-tâches qu'on peut, comment dire, un peu banaliser, à partir du moment où tu pratiques, moi je pratique beaucoup le batching, donc c'est-à-dire que je regroupe justement plein de micro-tâches dans un espace-temps, bah c'est là que tu te rends compte que c'est pas anodin, le temps que tu passes sur ces micro-tâches et où t'as pas forcément de valeur ajoutée. Donc moi je sais aussi que c'est quelque chose où je me suis dit, clairement, il y a du temps à gagner de ce côté-là, ou du moins du temps que je peux optimiser pour être davantage dans ma zone de génie, avoir plus d'impact sur mon entreprise, prendre de la hauteur, parce que quand t'as la tête dans le guidon, tu ne peux pas prendre de la hauteur. Et ça, ouais, j'ai pu le palper un petit peu plus en quantifiant justement, en faisant du batching, ces micro-tâches, le temps que ça pouvait me prendre. Comme tu dis, créer des visuels, faire une présentation sur Canva, mettre en page un workbook, enfin voilà, c'est pas des trucs où je vais avoir une valeur ajoutée plus quoi. Oui, comme tu dis, c'est des micro-tâches, tu sais faire, mettre en format un workbook, et cetera. Tu sais faire tout ça, mais c'est effectivement pas là déjà, je pense que tu t'éclates. Moi, personnellement, tu vois, j'ai fait le choix encore de garder, toute ma création de contenu sur les réseaux sociaux, mais parce que, c'est un vrai plaisir. J'ai pas du tout l'impression de travailler quand je fais ça. Pour moi, je lutte pas, c'est fluide, et cetera. Donc je pourrais très bien déléguer, mais, j'estime en tout cas que j'ai quand même de la plus-value, plutôt pour l'instant de le confier. Mais ça, c'est mon ressenti. Il y a des personnes qui très vite vont vouloir déléguer les réseaux sociaux, hein. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Après, je revenais sur la notion de pas déléguer beaucoup, tu vois, de commencer petit. Imagine 5 heures que tu vas pas répondre aux emails, peut-être faire ta pré-compta, voilà, c'est 5 heures que tu vas vraiment pouvoir investir, dans ton entreprise et là, c'est de se dire: «Combien ça va me rapporter ces 5 heures à long terme, hein?» Mm. Est-ce que j'aurais mis, enfin, ce que j'aurais créé pendant 5 heures, il y a 1 à 3 mois et que je vois à quel point ça peut me rapporter dans 6 mois, par exemple, tu vois? Peut-être que ça va mettre plus de temps. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Dans tous les cas, il faut réfléchir à long terme, à mon sens. Oui, bah moi c'est là où mon état d'esprit a complètement switché quand j'ai vu ça effectivement comme un investissement. Genre j'investis dans de la délégation. J'ai l'impression, et je mets ça entre guillemets, que j'ai pas comment dire suffisamment généré de chiffre d'affaires pour déléguer, mais la vérité est pas ça. La vérité c'est que comme tu dis, c'est 5 ou 10 heures où je vais déléguer des choses entre guillemets où j'ai pas ma valeur ajoutée, si elles me permettent par exemple de créer un nouveau produit. Moi je sais que j'ai une capacité de création rapide. Donc si demain je me dis bah tiens je vais faire un atelier en ligne etc. Je sais que ça va me prendre par exemple 10 heures de création, de mise en vente etc. Bah c'est ces 10 heures là qui vont me générer un chiffre d'affaires. En soi de l'autre côté bah j'aurais dégagé 10 heures que j'aurais payé comme tu dis 40 euros de l'heure. Donc on va dire 400 euros mais peut-être que mon produit va m'en rapporter 4000. Donc c'est là où j'ai dit ok ça fonctionne, c'est un investissement, je mets de l'argent sur la table, voilà, tout de suite maintenant, mais je sais que derrière, ça doit, et c'est là aussi où c'est important de prioriser aussi ces projets, les choses sur lesquelles on va travailler, je sais que par contre derrière, c'est pour investir du temps où ça va me rapporter. Et donc c'est la spirale un peu vertueuse, donc tu génères plus de chiffre d'affaires, et moi je me dis je peux déléguer encore plus, et créer encore plus de trucs. C'est ça. Tu sais, en fait, ça fait un peu comme si tu faisais un crédit à ton entreprise du futur. Grave. Allez, je t'avance l'argent, pour, dans 2 ans, parce que dans 2 ans, ça va te ramener un super chiffre d'affaires, en fait, tu vois? Tu Ouais. paries aussi de toute façon. Dès l'instant que tu commences à comme ça investir dans la délégation, tu fais vraiment un pari sur l'avenir et puis quelque part, est-ce que ça t'engage pas? Tu vois? Il y a la notion de t'engager au niveau de ton prestataire. Ça, c'est important aussi à prendre en compte parce que moi, j'ai fait l'expérience de je fais tout toute seule, hein. Allez, je gère tout, jusqu'à avoir la tête dans le mur, hein, j'en ai bien eu conscience. À un moment donné, c'était ou je délègue ou je vais faire ma boîte ou peut-être je finis, en maison de repos aussi au passage parce que Ou voilà, tout en même temps. d'ailleurs, ou tout en même temps et le fait de déléguer parce que plus le choix. Je savais que j'avais de l'ambition pour l'entreprise et cetera, donc j'ai plus le choix que de déléguer pour, continuer à évoluer. Ça, c'était sûr déjà pour commencer et j'ai vu la différence parce que quand tu commences à bosser avec quelqu'un,
tu as des engagements avec cette personne. Il n'y a pas un prestataire qui peut arriver à bosser après toi sans que tu doives lui fournir, je sais pas, des choses à faire, toutes des explications, des tâches, etc. Donc, tu dois être proactif, lui donner des choses. Donc, la procrastination, déjà, tu l'es moins. En tout cas, sur la partie que tu confies à un prestataire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire et ça, je pense qu'on va en parler justement quand on va aborder comment mettre en place une bonne collaboration, une bonne délégation parce que alors ça, moi, c'est le truc au départ qui m'a un peu scotché. C'est-à-dire, on en parlera tout à l'heure, mais tu passes de la dimension solopreneuse, donc tu bosses toute seule, tu fais tout toute seule, à putain, j'ai l'impression que je dirais une multinationale, tu vois. J'ai quelqu'un dans mon équipe. Et pourtant, j'ai l'habitude de travailler en équipe, tu vois, parce que j'ai une autre activité, donc je gère un hôtel, on a des salariés, mais c'est pas du tout pareil, parce que là, c'est, quand t'es solopreneur, tu fais tout de A à Z, tu peux être très autodidacte, t'as appris beaucoup de choses, tu t'es formé, t'as ton truc à toi, en fait, t'as ta petite sauce, et moi qui suis quelqu'un de très organisé, et je pensais quand même assez structuré, bah, tu te rends compte que, ben, quand tu intègres quelqu'un finalement dans ton quotidien, dans ton équipe, hein, parce qu'on parle d'équipe, eh ben, c'est autre chose. Juste avant qu'on passe à ça, donc au niveau des peurs qu'on peut avoir, on a abordé le budget, on a abordé un petit peu la partie lâcher prise, est-ce que ça sera moins bien fait que moi, etc. Est-ce que tu vois d'autres freins comme ça? Est-ce que tu entends souvent d'autres freins dans le langage des entrepreneurs ou c'est vraiment, je pense, les majeurs, hein? Ouais, bah, moi, c'est vraiment la notion de perte de contrôle, hein, c'est le deuxième frein. Le premier, c'est l'argent, normal, et le deuxième, c'est ouais, mais déjà, je sais faire tout seul, je sais comment je veux que ça soit fait, et puis je vais filer un peu les clés de mon business quand même à cette assistante. Souvent, une assistante, c'est vraiment, elle est au cœur, hein, de tout. En général, elle connaît toute l'entreprise. Moi, je pense par exemple à ma collaboratrice qui a accès aussi au paiement, etc., au système de paiement. Donc, tu vois, c'est des données sensibles. Donc, il faut vraiment avoir confiance. Et ça passe par déjà choisir la bonne personne. Hmm, pas simple du tout. Comment on choisit la bonne personne? C'est ça, on en a parlé sur dire qu'en général, c'est pas non plus une légende urbaine ou une fatalité, mais c'est vrai qu'en général, la première collaboratrice, c'est pas souvent celle qu'on va garder. Parce que, finalement, pourquoi? Parce qu'on sait pas ce qu'on veut. Bien, clairement. Mais tellement. Moi, ma première expérience a été ça. Ça m'est tombé un petit peu comme ça, c'était l'opportunité d'eux, mais la vérité est que je manquais certainement aussi de préparation finalement sur la délégation. C'est pas simple Mmh. de savoir ce qu'on veut déléguer. Moi, pour la petite histoire, je pensais que j'avais besoin de déléguer ma partie création de contenu qui est quand même assez lourde. Et je voulais garder la main sur la création en fait enfin l'univers, etc. Mais je voulais pas m'embêter à faire les visuels ou les montages. Mais déléguer sa partie création de contenu implique que t'as un calendrier, t'as un planning éditorial, tu t'engages, comme on disait tout à l'heure, à fournir des choses en avance. Et en fait, moi, ça me mettait trop de pression. Et ça n'a pas fonctionné, en tout cas sur ce côté-là, parce que je me suis rendu compte que clairement, si on reprenait les bases de la collaboration, il aurait pas fallu partir sur ça. Mmh. Parce que je suis une créative, que j'ai beaucoup d'idées, que des fois j'aime bien, je suis très structurée, mais des fois j'aime aussi la spontanéité. J'aime pas, je me suis rendu compte que j'aimais pas que ma création de contenu soit trop planifiée en avance, mais qui dit délégation, dit t'es obligé d'anticiper, tu vois, et c'est normal, quoi, pour la personne qui travaille avec toi. Alors là, oui, comme tu dis, savoir aussi où est-ce qu'on met les pieds, dans quoi on s'engage, quoi. C'est ça. Je trouve que c'est pas mal comme introspection finalement quand on délègue parce que au travers du regard de sa collaboratrice ou de ses feedbacks, etc., on voit un petit peu ses points forts, tant mieux, hein, mais aussi ses travers. Où tu vois, moi je me suis rendu compte, c'est pas le scoop de l'année, mais que j'ai tellement eu l'habitude de faire les choses en solo que le rendre compte, tu vois, auprès de ma collaboratrice dans la communication. Ça te saoule? Non, 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 ça me saoule. Mais au début, mais pour l'anecdote, mais vraiment, Vanessa, si tu m'écoutes, merci parce que je pense qu'il y en a qui l'auraient pris tellement mal ou qui seraient partis. C'est Vanessa apprenait des projets au travers des emails que j'envoyais à mon audience, quoi. Et tu là: «Ah tiens, je savais pas qu'on faisait ça le mois prochain, prenez des notes», tu vois? Découvrait. Parce que moi, j'étais partie dans mon idée: «Ouais, trop bien, on va faire ça et tout, ça va être bien». Je lui en parlais même pas. Et elle découvrait en même temps que tout le monde, tu vois? Donc elle aurait pu effectivement le prendre un peu mal.
à quel moment je suis dans ton équipe ou pas, tu vois? Et tu me mets pas au courant? On n'est pas au courant. Et en fait, on en a beaucoup parlé, c'est parce que, bon, déjà, c'est quand tu bosses longtemps toute seule, voilà, ce sont c'est des C'est des automatismes, en fait, c'est pas pour, mal faire, non, c'est ouais, simplement que voilà. ça va vite et puis voilà, donc j'y travaille beaucoup. Voilà, je fais attention, je mets par exemple tous mes emails en copie et cetera. Normalement, il y a à peu près plus de loupés, presque plus. Mais ouais, ça permet de savoir que moi, bah, par exemple, je vais être capable de faire ça. Donc tu vois, demain, si bon, j'ai déjà collaboré avec d'autres prestataires, mais ça va être, on dira, sur des missions watch-on, en tout cas sur des missions ponctuelles, tu vois? Pour un travail précis. Je pense à une copywriter qui m'a fait une page de vente plus des séquences mail, des campagnes de pub. Bon là, c'est pas des collabs long terme. Donc on dira sur du one shot, j'arrive à m'y tenir. Sur le long terme, là, il faut que je fasse très attention, Ouais, ouais, à garder cette ouais. communication, active, on dira. Mmh. Après, tu disais, je remercie Vanessa pour ça, elle aurait pu mal le prendre, mais je pense que ça doit certainement faire partie aussi des qualités d'une assistante, peut-être de faire preuve d'adaptabilité en fonction de la personne qu'elle a en face d'elle. Et puis, il faut que le match aussi, en termes, parce qu'on parlait de bien choisir son assistante, je pense que c'est important que le match, comment dire, valeur, certainement, colle. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec les valeurs. Et je me suis rendu compte que c'était limite primordial pour choisir la personne avec qui tu vas travailler, quoi. Ouais et l'état d'esprit alors, pour revenir moi un peu mes expériences, avant Vanessa, j'ai eu 2 collaboratrices. La première, là, c'est vraiment une erreur globale de personne. Tu vois, en termes justement de valeurs et cetera. Bon, bah, voilà, j'ai essuyé les plâtres, on dira, de mes premières collabs, c'est pas grave. La ma 2e assistante, on a collaboré 1 an et puis après, c'est un peu des projets différents, tu vois? Voilà, puis on s'est quittés en très bons termes, on se parle toujours, enfin, tout va très bien. C'est pas parce qu'on finit une collab qu'on va Mmh. forcément être en mauvais termes et déjà ça, c'est important. Le respect mutuel, c'est hyper important. En fait, je trouve, comme tu disais tout à l'heure, tu fais rentrer un peu quelqu'un dans ton entreprise. Et à la fois, moi, je trouve, de mon point de vue d'entrepreneur, je me disais aussi, est-ce que la personne, enfin, tu vois, l'assistante qui est là, elle bosse certainement pour d'autres entrepreneurs, donc comment, tu vois, c'est possible, bon, le respect, ok, mais tu vois, en termes d'investissement, tu vois, tu sais, tu te dis, bah, comment toi, c'est ton bébé, ton entreprise, et tu te dis comment cette personne, elle va pouvoir vraiment être à fond dans ce que tu lui proposes, alors qu'elle a d'autres aussi, d'autres clients, et en ça, je pense que l'univers de l'assistant que tu choisis, sa façon de travailler, sa façon de s'adapter, bah, tu vois, c'est hyper important, quoi. C'est ça et ça revient aussi à l'état d'esprit et moi je pense que déjà quand tu as quelqu'un en face de toi, n'importe quel prestataire, mais en l'occurrence, comme une assistante, je pense que c'est encore un profil différent des autres prestataires parce que vraiment là, c'est une collaboration sur l'ensemble du business en général. On n'est pas sur, la collaboration sur les visuels ou sur, je sais pas, le copywriting quoi, c'est vraiment sur l'ensemble du business, tu vois, en général, où les assistantes, vraiment maintenant, on est beaucoup plus dans on va être sur des profils. On va leur demander d'être proactifs, c'est-à-dire, plus simplement faire de l'opérationnel, basique d'exécution. On va être sur de demander des personnes qui vont être capables de nous donner du conseil, du feedback et cetera et là, c'est important à ce moment-là d'avoir en face de soi quelqu'un où on va sentir qu'il y a vraiment un désir d'entreprendre, tu vois, ambitieux. Ambitieux dans le sens, cette personne, elle est assistante virtuelle, OK, mais elle est avant tout chef d'entreprise et elle, ce qu'elle veut, c'est développer son entreprise en bossant pour d'autres personnes, mais à la base, son entreprise, c'est aussi son bébé. Donc, pour qu'elle puisse développer son entreprise, il va falloir quoi? Qu'elle m'aide, par exemple, à développer la mienne. Si elle m'aide à développer la mienne, je vais l'embaucher encore plus d'heures, et cetera. Idem avec son client Y, tu vois? Mmh. Tout ça est lié, à mon sens. Quand on est sur des personnes qui vont moins avoir ce désir, de croissance, d'ambition pour l'entreprise, on va être sur des profils peut-être un peu plus exécutants. Voilà, donc il faut, déjà c'est important je pense en fonction de ce qu'on veut, de son propre état d'esprit. Moi je sais que j'aurais du mal, très certainement à collaborer avec quelqu'un qui n'est pas proactif, qui se remet pas en question, qui quand j'ai une nouvelle idée bizarre est capable de me dire: «Bof». Ou «Ouais, super, ça paraît, on sait pas du tout où on va, mais on y va ensemble» et ça, on en parle souvent, on dit: «Bah, on sait pas où on va, mais on y va toutes les 2 hein». Voilà, c'est vraiment ça, hein, cet esprit d'équipe, c'est hyper important. C'est stimulant, je trouve, c'est challengeant, ça renforce la confiance. J'ai confiance en elle, elle a confiance en moi, tu vois, aussi, tout est lié. Moi, je pense que, c'est vraiment c'est la notion de confiance, de respect, de partage aussi. Parce que tu sais, quand on partage la charge, c'est ça, en fait, hein, aussi.
Ah oui, mais ça, c'est un confort, hein. On va plus loin, tu vois? Ouais, bah moi c'est plutôt ce que j'ai découvert donc sur ma seconde collaboration, c'est effectivement ce l'impression d'avoir comme un bras droit, enfin tu vois d'avoir une équipe. C'est pour ça moi tu vois je dis jamais mon assistante, j'aime pas dire ça. Je la vois pas comme une assistante mais plutôt comme tu vois un bras droit, enfin quelqu'un qui fait partie de mon équipe. Et puis aussi si t'as quelqu'un qui est polyvalent, bon bah tu vois c'est le top. Mais c'est vraiment cette idée de lâcher, c'est un peu égoïste tu vois, mais de partager ta charge mentale. Et à chaque fois, tu vois, de se dire bon, elle m'a dit que voilà, elle était là pour ça aussi et Mmh. que bah voilà, il fallait aussi apprendre à lâcher certaines choses et à pas tout garder pour soi, pour justement se libérer. Et tu vois, c'est pas que le temps. Et c'est pour ça que moi, c'est une approche que j'aime pas trop de se dire je délègue pour gagner du temps. C'est pas vraiment comme ça que je le perçois. C'est plutôt optimiser son temps sur sa zone de génie. C'est tout à fait différent. Mais c'est vraiment de pas s'encombrer avec une charge mentale qui est inutile, tu vois, sur des trucs qui vont te prendre la tête, alors que si tu as osé lâcher le truc, Mmh. genre lâcher le bébé, Mmh. un truc bête, je pars en voyage dans 3 semaines, je sais que je dois gérer mes billets de train depuis 10 jours, ça me prend la tête, est-ce que tu penses que tu pourrais me faire ça? Bah oui, ok, pas de souci, Marie-Pierre. Bon bah voilà, tu vois, et des trucs bêtes comme ça, tu vois, alors que tu dis, bah non, attends, Ouais. je vais faire moi, hein, parce que ça va me prendre que 10 minutes, alors que le truc, ça t'apprête à procrastiner, ça te prend 3 heures dans ta tête. Ouais, exactement. Cet été, c'est vraiment la première fois, hein, moi ça va faire 5 ans, hein, que j'ai créé ma première activité. C'est la première fois où je suis partie 2 semaines en congé, déjà sans mon ordinateur. Oui, on en avait parlé, je t'avais challengé, j'avais dit Nathalie, vraiment, tu vas laisser ton ordinateur fermé. Je l'ai même pas emmené, donc je suis partie 1 semaine, je l'ai pas emmené, je suis revenue à la maison 1 semaine et je l'ai pas ouvert et j'étais trop contente de moi. J'ai pas ouvert mon ordinateur pendant 2 semaines parce que derrière pourquoi je peux faire ça aussi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de tout, Mm. qui répond aux emails. J'étais en plein lancement encore, hein, à ce moment-là aussi, hein. Qui répond aux emails, qui répond aux questions, qui, fait plein de trucs. Enfin bon voilà, à part mes réseaux sociaux que j'avais programmés à l'avance, ce qui fait que je m'en occupais pas, mais qui va gérer, on dira, tout le fond du business, tout mon business pendant que je suis en congé. Parce que la confiance soit là, parce qu'elle sait comment ma boîte tourne et cetera, que ça roule. Et je suis vraiment partie 2 semaines en déconnexion totale de business, on dira, où je me dis pas: «Oh là là, il faudrait que j'aille voir ma boîte mail» ou je sais pas quoi. Mais là, admettons, t'es néo, comment t'as appelé ça tout à l'heure? Néo-délégant. Néo-délégant, tu pars en vacances. Ouais. Comment ça se passe techniquement? Tu dis, bah voilà, j'attribue, je sais pas, X heures à mon assistante virtuelle pour qu'elle fasse telle tâche, telle tâche, telle tâche pendant mon absence. Je sais pas, par exemple, t'as un programme en ligne et puis t'as des gens dans un groupe. Enfin, j'en sais rien comment ça se passe en fait. Alors c'est sûr que, là je vais revenir, hein, déjà, un peu plus en détail comment on délègue, finalement, comment on place une délégation. Maintenant sur les congés, c'est un peu plus particulier. Évidemment que pendant ce mois d'août où moi j'ai vraiment confié quasiment tout pendant 15 jours, elle a travaillé beaucoup plus d'heures que d'autres Hmm. mois, mais ça s'équilibre. Par exemple, ma collaboratrice, d'ailleurs je reviens sur ce terme, tu disais: «J'aime pas dire mon assistante». Ah ouais. Ma collaboratrice, moi je trouve que c'est tellement ça, en fait, on collabore. Collaboratrice, c'est très bien, c'est vrai. Enfin bon, chacun dit comme il veut, mais c'était un petit peu les vases communicants cet été où elle-même était en congé au mois de juillet, donc finalement pas énormément bossé pour moi et elle a bossé beaucoup plus en août, ce qui fait que ça s'est équilibré, hein. Moi je pense qu'il faut réfléchir en termes de budget sur l'année, pas au mois vraiment. Quel budget j'alloue sur l'année? Parce que, si par exemple je lance des formations, il va y avoir des cohortes, donc des moments où j'ai plus besoin. Enfin voilà, pour moi ça se quand même lisse plutôt sur l'année que sur un mois. Ce qui veut dire aussi collaboration long terme, bien sûr, mais une assistante qui va être, sur des missions ponctuelles, c'est tout à fait possible puisque certaines sont très spécialisées. Je pense à une assistante qui va, tu vois, par exemple, prendre en charge un lancement de formation, donc qui va juste intervenir là-dessus ou d'autres choses. Pour des missions ponctuelles, quoi. Ouais, Hmm. mais après vraiment pour avoir une collaboratrice au quotidien, bah, c'est sur une mission long terme. Vraiment, il faut avoir vraiment conscience aussi que, une assistante, au vraiment qui comme une collaboratrice un peu de type bras droit, la collab, elle est pas opérationnelle en 2 semaines, hein. Enfin là-dessus, faut aussi, se calmer un petit peu, je pense, sur ses croyances. Ouais. Avant que ça roule, vraiment, faut compter peut-être 2 mois, 3 mois. Ça prend du temps parce qu'on a créé notre business à notre façon et cetera et qu'évidemment et pas trop question de changer non plus, si tu veux, donc il va falloir qu'elle s'adapte. Elle a peut-être d'autres clients avec qui c'est différent, donc il faut voilà, donc il faut ça demande du temps et c'est toujours, on est tout le temps en train de faire des ajustements parce que Hmm. un business, surtout sur le web et bah, il évolue, nos offres évoluent, notre entreprise grossit.
Donc forcément, il va falloir tout le temps faire des ajustements. Mais on dira que pour prendre possession de la politique d'entreprise, tu vois, les valeurs, et cetera, moi, je pense que 2 mois, on est bien. En-delà de 2 mois, faut pas espérer avoir énormément, il y aura pas de résultats, il y en aura, mais faut pas dire que ça soit complètement fluide. Alors on est bien d'accord que tu nous parles de 2 mois si on est bien préparé quelque part à la mise en place de la délégation. Pour toi, quels sont vraiment les points à respecter que moi je n'avais pas lors de ma première délégation? Quels sont les points de vigilance vraiment pour mettre en place une délégation efficace? Alors, la première chose, je pense qu'il va falloir évaluer son temps. Toi, tu l'avais déjà fait, tu te traques beaucoup. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, par exemple. Tu vois, c'est le flou international, ça. Je le fais toujours pas parce que je pense que c'est, le moyen de faire bien l'autruche sur mon volume horaire, de travail, hebdomadaire. Comme ça, je raconte ce que je veux. Donc tu continues de faire l'autruche, hein, si j'ai bien compris. Complètement. Voilà, donc entre 20 heures et 70 heures, doit être à peu près par là, tu vois? Petite fourchette. Fourchette. Mais au moins quand on me pose la question, je fais: «Oh très peu». Voilà. Donc évaluer son temps. Ah, évaluer son temps, ses compétences. On peut se poser des questions. Bah, déjà, quelles sont mes compétences principales? Tu vois? Par exemple, toi, c'est vraiment tout ce qui va être l'organisation, optimisation de son temps et cetera. Et sur quelles activités mon temps il est mieux investi? Est-ce que, comme on disait, est-ce que mon temps il est mieux investi, par exemple, quand je suis en séance de coaching ou quand je suis en train de créer des visuels, par exemple, tu vois? Donc si, bah, ton boulot, donc c'est experte en gestion du temps, organisation, évidemment, c'est, plus logique que tu vas passer du temps à te consacrer là-dessus que, sur des détails techniques, administratifs et cetera. Ensuite, lister toutes les tâches que tu fais, même celles que tu penses que tu fais pas. C'est vrai. Il y a plein de micro-tâches que tu dis: «Ah mais oui, en fait, je fais ça». Donc il faut vraiment faire une liste exhaustive de toutes les tâches. Donc tu fais quoi? Tu ouvres une grande liste comme ça et tu notes tout ce que tu fais? Et vraiment tout, genre, je réponds aux emails, je sais pas, je crée un calendrier ou je mets à jour mon calendrier, tu vois? Des détails, c'est vraiment des micro-tâches, mais c'est important. Parce que là, on se rend compte que la to-do list, c'est le catalogue de la redoute à la fin, mais vraiment, on n'a pas Bah tu sais, alors toi tu fais l'autruche sur le tracking de temps. Moi je pense que j'ai dû faire l'autruche sur ça. Tu vois, j'ai pas ma liste de tout ce que je fais. Je vais la faire. Je vais la faire. Ça va faire peur, je pense quand même. bah, oui, mais c'est là que tu réalises, tu dis: «J'ai» en fait, quand tu es un peu devant le fait accompli, tu dis: «Ah, j'ai plus le choix, hein». Si, toi, je reviens donc gestion des emails, ça peut être donc, je sais pas, éditer les factures, enfin vraiment tout ce que tu fais, en fin de compte. Oui, parce que j'imagine qu'il faut quand même rentrer dans le détail parce que là, regarde, je vais pas écrire sur ma liste, je fais un podcast. Ça va être je scripte mon podcast, j'enregistre mon podcast, je monte mon podcast, j'écris le descriptif de mon podcast, je vais le mettre sur la plateforme d'hébergement, je vais faire un post pour la promotion de mon podcast. Ça va être tout ça en Mais fait. oui, et ça s'appelle comment ça, en fin de compte, ce que tu es en train de décrire? C'est un process, c'est un process. Moi, j'adore. Moi aussi. Donc voilà, donc mais si, en plus, c'est bien. De toute façon, pour les faire, ces fameux process, tu auras pas le choix que de passer par ça. Donc autant faire une liste déjà pour bien presque prendre presque en pleine figure tout ce qu'on fait. Mm. Parce que tant qu'on le moi, je tu vois, peut-être, j'arrêterai de faire la maligne le jour où je vais traquer mon temps et que je vais voir vraiment combien d'heures et là, je vais peut-être relativiser aussi, tu vois? Mais au moins vraiment ça va être, acté. Ensuite, il va falloir, par rapport à cette liste de tâches, identifier les tâches qu'on va dire qui sont à haute valeur ajoutée ou, celles qui ont le plus d'impact sur ton entreprise et qui vont nécessiter vraiment ton expertise. Il y a que toi qui peux les faire, en gros. Tu vois? Personne d'autre. Ça, tu peux pas déléguer. Voilà, donc ça, en général, c'est de toute façon les tâches que tu souhaites garder, ce pourquoi d'ailleurs tu t'es lancée. Moi, par exemple, je suis formatrice, pourquoi je me suis lancée? Pour former les gens, tu vois? Donc c'est un peu enfin, c'est complètement même le cœur de mon activité. Ensuite, on va identifier par rapport à ça les tâches à déléguer et là, on va partir, c'est intéressant de partir sur 3 catégories. Les tâches pour lesquelles on n'a pas les compétences, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Là, tu pas graphiste, bah, peut-être c'est mieux de confier de faire tes contenus visuels à une graphiste avec déjà un meilleur impact. Les tâches qui sont répétitives, chronophages, fait tout le temps, j'ai pas le choix, mais vraiment, voilà, souvent c'est la gestion des emails, pourquoi pas aussi, planifier les réseaux sociaux, mais bon, ça après c'est une question de volonté. Parfois même ça peut être des tâches qui peuvent être automatisées aussi, certaines. Est-ce que je délègue ou est-ce que j'automatise? Bon là, c'est encore une autre discussion. C'est un autre sujet, ouais. On pourra refaire un épisode de podcast juste sur ça, je pense. Ouais, ça c'est intéressant aussi Mm. et 3e option d'ailleurs, est-ce que
Donc est-ce que j'automatise? Est-ce que je délègue? Ou est-ce que je délègue à une assistante pour qu'elle automatise? Tu vois? On peut encore aller très loin par rapport à ça. Avant de déléguer, et là, ça revient à la notion de budget, d'argent, il va falloir optimiser. C'est-à-dire qu'avant de confier une tâche à quelqu'un, on va s'assurer qu'elle est déjà optimisée. Autant aussi optimisée que possible. Si on délègue, par exemple, la gestion des emails, peut-être c'est pas mal de réduire le nombre d'emails qu'on va recevoir. Tu vois? En se désinscrivant de plein de trucs. Déjà pour commencer, est-ce qu'on peut pas mettre en place des tris, des règles, tu vois, pour ranger dans des dossiers et cetera? Déjà, ce sera plus efficace pour l'assistante, moins, enfin plus intéressant aussi, et en plus, bah, ça te coûtera moins cher puisque, elle aura moins de mails à traiter. Déjà peut-être réfléchir comme ça. Ensuite, on va créer des process ou des processus ou des procédures, tout ce que tu veux, mais enfin, Mode d'emploi, enfin bon, voilà, pas checklist de ce qu'on pour fait. eux, mais, voilà, que ça soit écrit. Donc ça demande du temps, clairement. On peut le faire au fur et à mesure aussi. Sur mesure, des petits outils maintenant, hein, je sais pas si tu connais les extensions Chrome là, qui va enregistrer, tout ce que tu fais, c'est Mmh. pas mal. C'est un investissement quand même un petit peu en temps, on est d'accord, mais derrière ça va réduire, bah, le temps d'explication ou de formation auprès de l'assistante. Parce que alors on la lâche pas quand même avec une procédure en disant: «Débrouille-toi», mais au moins déjà c'est plus clair pour elle, et surtout, je pense, ça va minimiser les erreurs derrière, hein. Plus c'est Mmh. écrit un process, moins on oublie des choses, plus on sait ce qu'on doit faire, et cetera, et cetera. Et puis commencer petit, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, c'est pas mieux de commencer à déléguer des petites tâches basiques pour, se mettre en confiance dans la collab, tu vois? Et puis au fur et à mesure on augmente, et cetera. Peut-être c'est mieux comme ça que d'un seul Je coup, pense. heu, Mmh. hop, prenez en charge tout mon business. On va commencer doucement, parce que chacune de son côté, on prend ses marques, on se fait confiance, voilà. Et enfin, comme dans toute chose qu'on fait dans son business, il va falloir réévaluer, ajuster, faire des points, voir ce qui fonctionne. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on fait pas autrement? Est-ce qu'on fait plus d'heures? Et ça, une fois par an, c'est pas mal. En fait, de faire ce point-là. Déjà, c'est hyper important, je trouve, dans une collab, de faire, du feedback envers ses prestataires. C'est, respectueux, c'est, je te considère aussi comme membre de l'équipe, un peu genre, tu sais, un entretien annuel dans une boîte, en fait, voilà, on fait le point. C'est important aussi qu'elle puisse dire: «Bah, moi, tu vois, à tel moment, il s'est passé ça, j'étais pas hyper à l'aise», d'en prendre compte, de voir comment tu peux faire pour que ça aille mieux. De son côté, peut-être dire: «Bah, voilà, est-ce toi, ton» c'est pas non plus un règlement de compte à hockey choral, hein, à ce moment-là. C'est vraiment, d'ajuster, et puis que toutes les 2, je dis toutes, hein, parce qu'on est entre filles, mais que ça se passe bien, que ça tourne. Et tu vois, souvent, je fais le parallèle, ou en tout cas la différence avec le salariat, où je dis, on quasiment toutes, on s'est barrées du salariat pour plein de raisons, parce que ça nous convenait pas, parce que les règles étaient pas les bonnes pour nous, surtout en tant que femme, et cetera, et cetera. Pourquoi on va refaire la même chose? Pourquoi C'est vrai. Mmh. modèle, beaucoup plus vertueux, beaucoup plus respectueux, où, tout à l'heure je parlais de respect, c'est-à-dire, OK, c'est moi qui t'embauche, mais je me considère tellement pas au-dessus de toi. On est partenaires, en fait, tu vois? On est dans la même équipe. Il y a pas de notion hiérarchique, il y a pas: «Je suis ta boss et tu fais ce que je te dis», tout ça. Voilà, ça c'est important, je pense. Ouais, ah bah alors moi c'est vrai que ça n'a jamais été un sujet, tu vois, j'ai jamais pris ça comme ça, bien que le terme d'assistante, et c'est pour ça que je l'aime pas trop, mais bon après c'est comme ça, hein, implique ça, parce que en entreprise c'est un peu ça, hein, tu vois, l'assistante en général c'est le couteau suisse, c'est la nana à qui tu demandes tout et elle pourra tout te faire, c'est la nana qui va être surmenée, qui a pas trop de reconnaissance, c'est souvent un des piliers de l'entreprise mais personne s'en rend compte. Franchement, c'est voilà, c'est des métiers où t'as de multiples compétences et bien souvent il n'y a pas la reconnaissance. Donc pour moi, ça n'a jamais été un sujet d'avoir l'impression d'être au-dessus de cette personne-là dans mon business. Clairement, voilà. Mais comme tu dis, je pense qu'il faut se rappeler d'où on vient, ce qu'on a quitté, pourquoi on l'a quitté, et traiter les personnes aussi avec qui on travaille de manière, j'ai envie de dire normale en fait. On devrait même pas le dire, on est d'accord. On devrait pas le dire, tu vois. C'est genre Ouais. normal quoi. C'est, et ça je le vois en fait au travers des fiches de poste que je reçois des fois de la part d'entrepreneurs, où je râle beaucoup par rapport à ces fiches de poste, régulièrement, où je dis: «Non mais faut arrêter, hein». En fait, déjà on va pas demander un CV à un freelance. À quel moment on demande un CV à un freelance? Moi je comprends pas, hein, on n'est pas, dans le salariat. Je préfère, tu vois, pas que ça passe par un entretien, un portfolio, une preuve sociale, tout ce que tu veux, mais un CV bof déjà. Et puis sur les compétences demandées, notamment la maîtrise des outils, et cetera, je trouve que c'est pas assez ouvert encore, tu vois?
à quel moment une assistante, elle va maîtriser tous les outils du web, tu vois? Il y en a tellement, donc c'est pas possible. Et puis ça change, en plus. Du coup, en gros, dans la pratique, comment ça se passe? T'as un entrepreneur qui veut recruter une assistante, il va faire une fiche, en fait, comme tu dis, une fiche de poste. C'est quoi? Un peu comme une annonce, finalement, où tu mets les compétences que tu recherches, tes besoins, etc. C'est ça? Ouais, je pense que c'est déjà Moi, j'ai pas fait ça, hein. tu vois, de parler de son entreprise. Tu vois, imagine, Bah oui. moi, je vais rédiger une fiche de poste, je vais raconter déjà un petit peu «ma vie» entre guillemets, pourquoi je me suis lancée, c'est quoi ma motivation, tu vois, le jour où j'ai créé ma boîte, c'est quoi les valeurs de mon entreprise, qu'est-ce que je fais, c'est bien, l'historique et cetera, et qu'est-ce que je recherche en fait avant tout, donc une assistante potentiellement qui va être alignée, on dira, avec les valeurs de mon entreprise. Moi, je vais peut-être parler des outils que j'utilise. Par exemple, je pense à LMS, Teacheasy, tu vois, qui supporte mes formations, et cetera. Donc, qu'est-ce que je demande? Bah, quelqu'un qui sache déjà ce que c'est un LMS. Si c'est pas Teacheasy, c'est pas grave, à s'adapter. J'utilise MailerLite. Si la personne, elle utilise elle maîtrise Mailchimp, c'est pas grave, à s'adapter. Tu vois, qu'on soit beaucoup plus ouvert sur ses compétences, Je vois. hyper important, parce que, bah, je connais pas une seule assistante qui va être capable de répondre point par point, tu vois, à tous les outils. Parce que toi comme moi, je sais très bien qu'on n'utilise pas forcément les mêmes outils. Donc tu vois, enfin voilà, ça va être compliqué de se caler. Je préfère avoir l'ouverture d'esprit, de me dire: «Bon, c'est pas grave». Je pense notamment à ma collaboratrice qui, quand je l'ai rencontrée, ne maîtrisait pas du tout Notion. Voilà, mais c'était la condition sine qua non puisque moi j'ai mis tout mon business dessus. Là, j'ai mis le deal entre ses mains, je dis: «Écoute, moi, pour gérer mon business au niveau de la collaboration, c'est Notion. Là-dessus, je déroge pas du tout. Donc, bah, écoute, je te laisse du temps. Si ça t'intéresse de prendre le poste, OK, plus il faudra te former sur Notion». Elle, sa première action, c'est de m'envoyer sa proposition commerciale sur Notion. Pour commencer, tu vois? Je vais faire un effort, voilà. Tu Mmh. Ça, je pense que c'est déjà, un état d'esprit, et j'expliquais aussi, tu sais, que vraiment la clé quand on va déléguer, pour déléguer en tout cas, c'est de réfléchir de manière stratégique par rapport, tu sais, j'ai de l'ambition pour mon business, je fais les bons choix de délégation, je délègue au bon moment, même si je dis le bon moment, finalement, c'est tout de suite, et à la bonne personne, ou en tout cas sur le bon domaine. Peut-être il y a des c'est pas l'urgent sur certains postes de déléguer, tu vois? Et aussi déléguer avec intention. C'est pas déléguer pour déléguer, en fait, hein, c'est pas pour faire comme les copines ou pour, dire, ensuite sur les réseaux, «Ouais, avec mon assistante ou mon équipe ou nous, contactez-nous, appelez-nous», alors qu'on sait déjà que les 3/4 T'es du temps, toute seule! les gens sont T'es toute seule à répondre à tes mails, meuf, on le sait. oui, c'est ça, non mais tu vois, c'est ça que je veux dire, donc avec attention, c'est ça, c'est de dire parce que je veux vraiment investir, je veux vraiment mettre, enfin, j'ai beaucoup d'ambition pour mon business et cetera, et je sais que la délégation, ça va m'aider à atteindre mes objectifs, à pas finir peut-être sur les rotules aussi, au passage, et cetera et cetera. Mmh. Je pense que c'est très important cette notion d'intention. Moi, je pense que mon regard sur la délégation a changé à partir du moment où je me suis posé la question de mon intention. Mon intention a été clairement d'assumer le fait que je veuille pousser mon business plus loin. Pousser mon business plus loin implique que, quelque part, c'est comme si j'avais une salariée, j'ai des responsabilités, il faut que je dégage aussi suffisamment de chiffre d'affaires pour continuer cette collaboration parce que c'est important pour moi, voire multiplier peut-être d'autres collaborations aussi, hein. Mmh. Et aussi l'intention de jamais me cramer. Moi, ça fait quand même partie aussi de, voilà, de mon business, de ce que je vends. Tu vois, on le disait en off, mais c'est comme si je disais aux gens, gérez bien votre temps, optimisez ce que vous pouvez optimiser, vivez votre best life, alors que moi, je suis en PLS tous les soirs. Non, c'est juste pas possible. Donc, à partir du moment où j'ai posé cette intention-là, profiter de ma famille, enfin, tu vois, faire attention à moi et tout, ça a tout changé. Voilà. Parce que il y a une intention. Il y a quand même cette vision à long terme, enfin, moyen terme, long terme, d'aller quelque part, quoi. Ouais, ouais, clairement. Je reviens aussi, sur l'intention qui, est freinée, donc on a vu, hein, par le budget. Parce que même si tu sais tout ça, vraiment le budget, donc pour moi c'est clair, hein. Je pense que l'intention de se dire, «J'ai de l'ambition, je vois à long terme ou à moyen terme en tout cas et tout», ça va être vite, on dira, décorrélé du budget. Tu vois? Derrière. Non, mais oui, parce que moi, je pense très bien, là, des nanas qui vont nous écouter, qui sont un peu en galère, qui lancent leur business et qui ont déjà peur de pas donner à manger à leur famille. Et nous, on est là en mode, oui, il faut déléguer dès que possible. Voilà, j'ai très bien conscience que, tu vois, ton intention, elle est là, mais souvent, la question du budget, elle te rattrape. Oui, alors, je vais évidemment pas dire, «Vous n'avez pas d'argent, vous pouvez déléguer». Non, alors là, c'est complètement contre-productif.
Évidemment que ça veut dire il faut un minimum de rentrée d'argent, mais quel est le niveau de rentrée d'argent? Ça, c'est hyper personnel, hyper Tout subjectif. à fait. Je peux pas dire en dessous de 3 000 € de rentrée d'argent, vous pouvez pas déléguer. Non, parce que moi j'ai délégué, je rentrais pas à 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Donc c'est tout à fait possible. Ça dépend, de ses besoins, ça dépend, de ses charges en dehors, hein, de la vie quotidienne et cetera. Voilà, ça dépend de tout ça. Si évidemment, on n'a pas rentrée d'argent ou très peu, je conçois complètement que ça soit difficile de déléguer. Là, on parle de l'instant qu'on va commencer à avoir un petit peu d'argent qui rentre quand même, hein. Est-ce que, j'ai 1 000 € qui rentrent? Est-ce que je réinvestis 1 000 €? Ça reste son choix. Ouais, Ça reste son complètement. moi, c'est ce que j'ai fait. Il y avait autant d'argent qui rentrait qui ressortait, que Mmh. ça soit en formation, en délégation, je sais pas quoi. Voilà, mais c'est mon choix et puis parce que peut-être, ma vie fait que je peux me le permettre. Voilà, c'est comme ça aussi. Il y a pas de modèle, hein, qui est mieux que l'autre. Il y a pas de règles à suivre, sauf qu'il faut vraiment s'enlever cette idée que tant que j'ai pas fait, 6 chiffres, enfin 6 zéros de chiffre d'affaires, je peux pas déléguer, ça c'est hyper faux. Mmh. Je peux C'est une déléguer grosse connerie. grosse connerie très, très tôt. On va avoir des résultats très rapides en fait dès l'instant qu'on sera dans cette dynamique en plus, comme tu dis, on se donne des engagements, enfin avec soi-même. Voilà, Oui. j'investis de l'argent, donc je veux du retour sur investissement normal et envers la personne. On va beaucoup moins procrastiner, mais ça je vous assure que vous verrez la différence parce que moi, je suis la reine de la procrastination avec des trucs que j'ai pas envie de faire, donc j'ai le temps, donc je les fais jamais, alors que maintenant quelqu'un, est à côté de moi qui attend derrière, je les fais, hein. Voilà. Bah oui. Avant que je Non mais clairement. C'est toujours bien, tu sais, d'avoir quelqu'un derrière toi là prêt à te taper sur l'épaule et dis donc, non, tu devais pas pas penser possible, sur ça toi? tu devais pas répondre à tel email, ah bon? Peut-être. Ouais, bon, écoute, c'est hyper intéressant. Franchement, c'est une masterclass. Même moi, je pense que je vais réécouter là l'épisode et puis refaire peut-être une petite checklist là des points que t'as donnés sur comment on met bien en place une bonne délégation parce que franchement, moi-même, il y a des choses, tu vois, que j'ai pas forcément faites et que j'ai envie de faire. C'est d'ailleurs dans mes projets hein, de continuer à documenter mes process. Tu vois, je sais que c'est hyper important et que en fait, ça peut énormément faciliter les choses, même si c'est pas pour de la délégation tout de suite maintenant, mais peut-être plus tard, et ça fait partie de, on va dire, de mes projets, mais que j'ai pas intégré dans mon planning, tu vois. Peut-être que je pourrais mettre un petit challenge, genre, ne serait-ce que au moins une fois par semaine, rentrer 2 ou 3 process. Des fois, ça n'a pas besoin d'être des trucs compliqués, mais tu vois, voilà, de régler ça. Si t'avais, d'habitude, je finis l'épisode par si t'avais 3 conseils, mais là, t'en as donné tellement que je préférerais terminer, on va improviser, un truc qui t'énerve le plus dans le monde comme ça de la délégation des assistantes virtuelles, etc. Et vraiment une phrase que t'aimerais nous partager pour terminer l'épisode. Ouais. Alors une chose qui m'énerve sur la délégation. T'énerve pas trop, hein, parce que je sais, Nathalie, que... Alors là, je vais passer vraiment, tu sais, pour, la super râleuse, voilà. On adore. Heu, Moi, j'adore. ouais, bon, d'accord, moi aussi. De toute façon, c'est vraiment ma personnalité pour le coup, là on parle de communication authentique, tout ça, enfin bon, non, c'est Allez, soyons dans l'authenticité. soyons authentiques. On va partir très loin là. Donc une chose qui m'énerve sur la délégation, il y a pas vraiment, de choses qui m'énervent, c'est peut-être plutôt l'approche, mais ça j'en ai parlé tout à l'heure, que certains entrepreneurs ont par rapport aux assistantes, comme tu l'as dit, où, on va encore, être dans ce jeu cliché de la petite assistante, tu vois? Voilà. Ou alors, on va encore, considérer qu'on embauche une assistante freelance comme si on embauche une salariée avec tout ce que ça implicitement derrière tout ce qu'on peut considérer comme, tu vois, de pas bien la considérer déjà, mais aussi Ouais, donc le côté un petit peu dégradant finalement du poste, quoi. c'est ça ou ouais, vraiment le truc ah si, alors là si, tiens, tu as bien fait de me lancer sur le sujet Ah, et puis là, il fallait pas plus, c'est: «Je vais vous faire passer des tests gratuits». Alors là non, en fait, pas du tout, on fait pas passer de tests gratuits aux gens, hein, les tests, c'est payant ou je fais pas de tests déjà, donc calmez-vous avec ces tests gratuits et puis, il y avait autre chose par rapport à ça aussi, de pas répondre. Voilà, je sais pas, que les gens, heu, font l'effort de candidater, d'envoyer, je sais pas, leur profil, n'importe quoi, des vidéos et cetera. Répondez, hein, enfin vraiment, mmh. c'est, le minimum, bah, merci beaucoup et cetera. On n'est pas dans l'entrepreneuriat dans le salariat pardon, je le répète
Et puis, pour finir, ça répond et ça va résumer un petit peu, vraiment, cet épisode, si je peux dire. C'est, que, le bon moment pour déléguer, c'est quand ton temps vaut plus que la tâche. Je pense que ça résume et quand je dis vaut plus que la tâche, c'est en termes de valeur, pécuniaire, d'argent et cetera, mais aussi émotionnelle, de santé mentale, de et cetera. C'est, vraiment investir dans le futur en libérant du temps aujourd'hui. Ça, c'est important d'en avoir conscience. Tout à l'heure, je disais: «Je fais crédit à mon entreprise du futur en donnant de l'argent maintenant», mais c'est ça aussi. Je me libère du temps maintenant parce que j'anticipe le futur. Je crée des choses qui vont me servir plus tard. Il y a pas de petits pas en délégation, hein. C'est, dès l'instant que je commence un petit peu à déléguer, ça peut être un vrai game changer, c'est clair. Très rapidement, beaucoup plus que ce qu'on peut penser et la mauvaise nouvelle pour vous, parce qu'il faut quand même en parler, c'est que le jour où vous allez commencer à déléguer, vous ne reviendrez plus jamais. Oui, je confirme. Je préfère être transparente. C'est vrai, c'est trop vrai. Mais en tout cas, je pense qu'on peut rester sur cette dernière phrase qui est pépite et moi je pense que je la réutiliserai. Tu peux nous la redire parce que franchement, j'adore c'est limite une punchline, hein. C'est une punchline, peut-être. La punchline de Je Nathalie. vais la mettre dans le Larousse, je vais envoyer. Redis-la nous C'est tellement c'est beau. le bon moment pour déléguer, c'est quand ton temps vaut plus que la tâche. Voilà, je pense qu'on peut clôturer cet épisode là-dessus, ça veut tout dire. En tout cas, pour ma part, et j'espère que ce sera perçu pareil, énormément riche en valeur. Je te remercie beaucoup Nathalie pour tout ce que tu as partagé. Personnellement, du coup, c'est un épisode que j'aurais aimé, enfin peut-être qu'il en existe, tu me diras, mais tu vois, entendre au tout début, tu vois, quand je me posais plein de questions sur la délégation et que je pensais que c'était pas pour moi, que c'était trop tôt, que ça allait pas bien se passer, etc. En tout cas, merci pour tout ça. Je suis sûre que ça va apporter énormément à des personnes qui se posent plein de questions. Je mettrai en description de l'épisode ton compte Instagram, enfin voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver. Insta, LinkedIn, je crois, là tu commences à aller pas mal sur LinkedIn aussi. Je vais râler un peu sur LinkedIn. Je ne râle Ouais, c'est top. sur Insta, je râle aussi sur LinkedIn. Top. Si vous voulez aller écouter les râleries de Nathalie, mais qui nous délivre toujours aussi beaucoup de valeur, je vous mettrai ses comptes en description de l'épisode. Merci beaucoup Nathalie. Avec plaisir Marie-Pierre, à bientôt. À bientôt. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.